Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Valérie Hanin de l'Histoire a été annoncée pour modérer cette rencontre. Elle n'a pas pu venir pour des raisons personnelles à la dernière minute, donc il fallait bien être au moins deux pour essayer de la remplacer. Dominique, je te laisse introduire notre table ronde. Oui, merci à tous les trois. Effectivement, nous ne sommes pas des spécialistes des monstres marins, mais on va le devenir avec vous. Alors, à mes côtés, donc Brigitte Gauvin, Sylvain Venère. On prononce Venère ou Venère? Venère. Bien que vous veniez du sud. Hein. Ah ben voilà. Bon, donc on dit comme on veut. Et Jacqueline Gouin, vous fûtes appelée, voilà, Gouin. Voilà, beaucoup d'Y dans ces noms. Nous allons commencer avec l'Université de Caen. Brigitte Gauvin, qui va nous parler de cet imaginaire de périodes anciennes. Mais je me demande toujours si cet imaginaire n'est pas encore dans nos neurones. Et d'ailleurs, elle fera un petit quiz. Hein. Brigitte, c'est à vous. Parlez bien dans le micro, Brigitte. Oui. Ah, pardon. C'est une bonne raison. Oui, c'est une bonne raison. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation, qui me touche beaucoup. Donc, effectivement, je vais parler, on a beaucoup vu ce matin, on a beaucoup parlé d'avenir et de présent autour de l'océan. Je vais faire un retour dans le passé pour ce tout début d'après-midi. Et j'avais choisi d'appeler ma communication entre terreur et curiosité, peupler les océans au Moyen-Âge. Pourquoi terreur et pourquoi curiosité? Je commencerai par ça avant de vous montrer quelques manières dont on a remédié à ce problème. Terreur, parce qu'il faut bien penser que pour les hommes du Moyen-Âge, déjà beaucoup n'ont jamais vu la mer. Donc la mer, c'est l'inconnu. Et ce qu'il y a en dessous de la mer, c'est encore plus inconnu. Donc l'inconnu engendre rarement le sentiment d'être rassuré. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous êtes un homme du Moyen-Âge et que vous entendez parler d'animaux qui vivent sous la mer, si vous habitez le Dauphiné, par exemple, puisqu'on vient d'en parler avec mes collègues, qu'est-ce que vous connaissez? Eh bien, vous en connaissez deux. Vous en connaissez deux grâce à l'Église et au discours que vous entendez le dimanche. Le premier, c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est celui qu'on appelle le grand poisson de Jonas, qui a avalé Jonas pendant plusieurs jours et qui finalement l'a recraché pour le punir d'avoir été impie. Or, Jonas, il est partout au Moyen-Âge. Il est sur les chapiteaux des églises, il est sur les fresques des églises, il est dans les enluminures, parce qu'il est la préfiguration de la mort et de la résurrection. Donc, tout le temps, on l'a. Et puis l'autre, qu'on peut avoir en connaissance aussi quand on est un homme du Moyen-Âge, l'autre monstre marin, c'est le Léviathan. Le Léviathan, c'est un monstre des profondeurs qui est un mélange de crocodile, de serpent et de dragon, ce qui n'encourage pas vraiment à la confiance quand on part sur la mer dans un bateau. Et le Léviathan est tellement effrayant qu'il sert en fait très souvent, comme vous le voyez ici, sur ce tympan, de monstre pour figurer l'entrée des enfers. Ici, on voit sa grande gueule qui s'ouvre. Ici, j'ai passé trop vite. Ici, c'est vraiment le serpent de mer qui sort de l'eau pour avaler les pêcheurs. Donc, ce n'est pas très rassurant. L'autre élément qui n'est pas rassurant, quand on parle de monstres marins ou quand on parle même de créatures marines au Moyen-Âge, c'est les récits qui courent. Un des récits les plus connus à cette époque, c'est le récit de Saint-Brandan, un moine irlandais qui s'est embarqué avec d'autres moines sur l'océan Atlantique pour plusieurs voyages. Or, quand il voit des monstres qui sortent de la mer, et il en voit beaucoup, ils sont toujours envoyés par le diable. Ce sont toujours des figures du démon, très agressives, et toujours là pour dévorer. Donc, tout ça n'est pas rassurant. Mais, quand j'ai parlé également de curiosité, au XIIe siècle, il y a une révolution, un appétit de savoir qui se développe au Moyen-Âge, donc XIIe, et il y a deux choses nouvelles qui apparaissent sur l'océan. D'abord, il y a une légende qui existe depuis longtemps, qui est celle d'Alexandre. Et vous savez qu'au XIIe siècle, on écrit le premier roman d'Alexandre en français, en alexandrin d'ailleurs, puis il y aura une autre version au XIIIe, une autre version au XIVe, etc. Et le roman d'Alexandre met en valeur un épisode qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui a de plus en plus de succès, c'est celui dont vous voyez l'illustration. On voit Alexandre qui est lassé des conquêtes horizontales, il a vu tout sur la terre, tout conquis,
qui veut maintenant faire des conquêtes verticales. Et il va donc demander à Aristote, son maître, de lui construire un tonneau transparent qu'il va descendre sous la mer à l'aide de chaînes. Et dans ce tonneau, éclairé avec des petites lampes où il a tout le confort, il peut observer les fonds marins. Et plus cette légende d'Alexandre est reprise dans de nombreux récits, plus en fait elle va s'étoffer. Cet épisode s'étoffe et on voit de plus en plus de monstres, de créatures qui apparaissent. Donc voilà. Brigitte, je vous interromps parce qu'il y a un petit lion et un coq. Oui, et c'est un chat. Et un chat. coq, oui, qu'il a emmené avec lui. C'est marqué dans le livre. Eh bien, on sait pourquoi le coq. C'est un côté français, ça. Oui, c'est un côté français. Je ne sais pas si c'est typiquement français. Ce sont ses compagnons de voyage. Et donc, c'est l'Alexandre, vous avez dit. C'est l'Alexandre le Grand. Hein. C'est le grand conquérant. Voilà. Donc là, il étend son empire sous les mers. Et à côté de ce récit d'Alexandre qui va prendre énormément d'ampleur, il y a également le développement des encyclopédies. Et les encyclopédistes du Moyen-Âge se donnent pour tâche de décrire tous les animaux de la terre, du ciel et de la mer. Et quand Thomas de Cantimpré, un des grands encyclopédistes, écrit la partie maritime, il réussit à trouver 60 monstres marins et 90 poissons. Donc 150 animaux marins qu'il doit décrire et que les enlumineurs doivent illustrer. Voilà le côté curiosité. Comment est-ce qu'on va donc remplir la mer et remplir les encyclopédies? Eh bien, il va y avoir en fait deux explications. La première, c'est d'après une théorie de Pline l'Ancien, le plus grand savant de l'Antiquité, qui est le dieu du savoir au Moyen-Âge. Et Pline l'Ancien dit que toutes les semences créatives de la vie tombent du ciel. Mais elles peuvent tomber soit sur la terre, soit sur la mer. Mais ce sont les mêmes semences. Et donc, vous allez avoir sur terre et sur mer des créatures doubles, des créatures en reflet. Alors, ces créatures, elles peuvent être soit anthropomorphiques, en forme d'homme, soit animales. Les créatures anthropomorphiques, j'ai choisi de vous en montrer deux. Il y en aurait d'autres. Hein. J'ai choisi pour commencer le moine de mer. Alors, vous reconnaissez ce moine. Il a le crâne rasé. Et le moine de mer, il vient au bord du rivage, il fait une sorte de danse, et quand les gens s'approchent, il les dévore et il les emmène avec lui. C'est ce qui se passe ici. Le moine de mer, il y a aussi l'évêque de mer, dont je ne vous parle pas, mais un autre qui est très célèbre, c'est le chevalier de mer, que vous avez ici, qui est une variante de la sirène, en fait, hein, et qui est toujours représenté avec son aume et son écu, et qui va être extrêmement utilisé, notamment en héraldique. Donc voilà pour les créatures anthropomorphiques. Mais il y a aussi de nombreux animaux qui ont une contrepartie marine. Donc il y a le hérisson de mer, le loup, le chien. J'ai choisi d'en montrer deux aujourd'hui. Il y a le corbeau aussi. Celui-là, c'est le bélier de mer. Donc vous reconnaissez sa tête avec les cornes recourbées et son corps menaçant. Inutile de vous dire qu'il est féroce. Et en fait, le bélier de mer, c'est une variation sur l'orque. L'orque avec les taches blanches au-dessus des yeux, qui a inspiré cette image des cornes arrondies. Et puis, on trouve aussi dans la mer le porc de mer, que vous avez à l'écran. Donc, vous reconnaissez son museau, ses poils drus, ses soies. Et le porc de mer, en réalité, mer en latin se dit mare, le porc, le cochon se dit sus, et le porc de mer, c'est en fait le marsouin, qui, comme le porc, va piocher le fond de la mer pour trouver à manger et qui est couvert de gras, de graisse. Donc, c'est le porc de mer. Voilà, ça, c'est la première manière de peupler les mers, c'est de montrer qu'elles sont le reflet de la terre et qu'il y a donc les mêmes créatures sur mer et sur terre. La deuxième manière de peupler les mers, c'est toujours d'après une théorie de Pline, hein. Pline dit qu'en fait, les fameuses semences vitales qui tombent du ciel, dans la mer, sont constamment brassées entre elles. Et que donc, ça provoque des monstres et toujours des nouveaux animaux, parce que toutes les semences se croisent. Donc, à partir de là, l'imagination est reine dans la mer. Et quand les hommes du Moyen-Âge écrivent leurs encyclopédies, la première chose qu'ils vont faire, c'est de reprendre les monstres antiques. Vous les connaissez, hein, les monstres marins antiques, à l'image, la sirène. Mais il y aura aussi Léviathan, il y aura Scylla, il y en aura d'autres. La sirène, ici, elle est montrée en train de jouer avec des bouteilles, parce que pour la divertir et pour passer tranquillement, on lui jette des bouteilles et elle joue avec. Il y a également un autre monstre qui est le monstre capital du Moyen-Âge, c'est la baleine, qu'on appelle aussi le cète. On confond agréablement le cachalot, le cète, la baleine, etc., tous les gros cétacés.
Et la baleine, on lui prête des propriétés magiques. Alors, d'un des contes les plus connus de la baleine, c'est que quand elle veut dormir au soleil, elle sort le dos, et comme son dos est couvert de danatifs, de petits crustacés, de poussière, etc., les gens la prennent pour une île. Donc, ils abordent, comme ici, ils s'installent, ils font du feu, et quand la malheureuse baleine commence à être brûlée, évidemment, elle va plonger et dévorer tous les marins imprudents qui ont accosté. Troisième type pour peupler les mers, c'est d'aller chercher en Orient quelques monstres fabuleux. Ce monstre-là, il s'appelle Equonilus. Vous reconnaissez tous Equus, le cheval, Nilus, le Nil. C'est le cheval du Nil. C'est en fait l'hippopotame. Les descriptions de l'hippopotame faites par les voyageurs d'Orient ont terrifié absolument ceux qui ont lu les récits. Et on dit notamment que dans le port d'Alexandrie, l'hippopotame pose ses 2 pattes avant sur un côté du port, les 2 pattes arrière sur l'autre côté, et il avale tout ce qui passe. Et ici, vous avez le malheureux hippopotame sur le dos, en train de prendre des pêcheurs avec ses pattes avant et avec ses pattes arrière, et de les engloutir. Autre possibilité pour peupler les mers, c'est de prendre des animaux marins qu'on connaît, mais de leur donner une réalité augmentée. Ici, à l'écran, c'est le poulpe. Le poulpe est connu pour ses 8 bras, mais petit à petit, ça devient un animal tellement puissant, bien avant Victor Hugo, qu'il est capable de prendre des marins dans les barques et de les emmener avec lui dans les profondeurs. Donc vous assistez ici à ce drame. Et pour terminer, ce sera mon dernier point, il arrive aussi que les fonds marins sont peuplés par erreur de transmission d'une information. Donc à l'écran, vous avez un animal qui s'appelle le kaab, que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il n'est pas très célèbre, mais il est dans toutes les encyclopédies. Alors j'essaye de vous expliquer très brièvement. Aristote dépeint le comportement de l'éléphant. Il dit que l'éléphant a une astragale comme la vache. L'astragale, en grec, c'est astragalon. Quand les savants arabes prennent le texte d'Aristote, ils le traduisent en arabe, astragalon, ils savent, ça se dit kahab en arabe. Donc, voilà que l'éléphant a un kahab, pas de problème. Mais quand on va traduire en latin le texte d'Aristote, on ne sait plus le grec, et on va le traduire à partir de l'arabe. Et le traducteur, le premier qui va lire le texte arabe, ne va pas connaître le mot kahab. Donc, il est très embêté, alors il laisse kahab. Et quand les encyclopédistes vont reprendre cette traduction pour amalgamer Aristote dans leurs écrits, eh bien, ils disent qu'il y a un animal qui s'appelle kahab, qui a, vous pouvez le voir, des pattes. Alors là, le pauvre, celui qui a illustré a été tellement perdu qu'il en a fait 6. Mais comme ça décrit l'éléphant qui est capable de nager sous l'eau avec sa trompe pour respirer, qui est décrit comme un grand pied supplémentaire, il a fait le grand pied devant, il a fait les 4 pattes, puis il en a rajouté une parce que je crois qu'il est quand même très perturbé. Et voilà comment le kahab est introduit dans les animaux. Merci Brigitte. Mais, voilà, Xavier, dans tous ses états, après le déjeuner et après ce que vous avez dit. Quelle imagination. Vous avez parlé au passé, mais quand est-ce qu'on a arrêté de se représenter des animaux aussi fantastiques ? Eh bien, en fait, ça dure encore au XVIe siècle, parce qu'au XVIe siècle, on va reprendre... En fait, on ne laisse jamais tomber une information qui a été transmise par des gens avant. C'est un peu l'idée jusqu'au XVIe, jusqu'à l'expérimentation, en fait. Donc, jusqu'au XVIe, vous allez retrouver des poissons moines, etc. Et Rondelet, le grand savant Rondelet, va même créer comme parallèle au poisson moine un poisson évêque, qui a une superbe d'abord une mitre, enfin, il a tout le costume de l'évêque. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a même trouvé des squelettes de poissons évêques et des poissons évêques en torturant, enfin, pas en torturant, mais en trafiquant des rémentats, dont on a privé certaines parties, attaché d'autres, on a fait sécher le tout, et vous avez un magnifique poisson évêque qu'on peut montrer sur les marchés, donc on y croit. C'est magnifique. Et vous croyez qu'aujourd'hui, les recherches, comme par exemple du monstre du Loch Ness, c'est une sorte de nostalgie de cette époque ? Oh oui, c'est sûr. Tout le monde a envie de le voir. On va y revenir. Sylvain Venère, qui va prendre maintenant la parole, est l'auteur, co-auteur de ce livre « À la recherche de Moby Dick ». Et Valérie Hanin, qui aurait dû animer cette table ronde, comme l'a rappelé Mathieu,
et ne pouvait malheureusement pas venir, m'a dit, bon, ce qu'il faut demander à Sylvain, historien, c'est la vraie histoire de Moby Dick. Alors, c'est peut-être un peu paradoxal, vous faites cette BD et elle vous demande la vraie histoire. Je suis sa porte-parole. Oui, mais elle n'est pas là. Hein. Alors, oui, pour introduire le sujet, vous savez peut-être quand Laurence d'Arabie écrit Les 7 piliers de la sagesse qui racontent ses aventures dans la révolte arabe pendant la Première Guerre mondiale, il a l'idée d'écrire le 4e évangile, les 3 précédents étant, d'après lui, les frères Karamazov de Dostoïevski, ainsi par les Zarathustra de Nietzsche et Moby Dick de Melville. C'est vous dire, au début du XXe siècle, en tout cas dans le monde anglo-américain, à quel point cette histoire elle est importante. Elle va devenir importante dans le monde français beaucoup plus tard, à la suite de la première traduction qu'on doit en partie à Jean Giono, et puis les traductions qui se font ensuite, après celles initiées par Giono. Et puis les films, à commencer par celui que vous avez sûrement en tête avec Gregory Peck dans le rôle du capitaine Ahab. Sauf que, ici à la Cité de la Mer, à Cherbourg, dans le cadre du festival Grand Océan, j'aimerais vraiment bien faire ce test tout à l'heure de savoir qui dans cette assemblée a lu Moby Dick jusqu'au bout. C'est un livre que peu de gens lisent aujourd'hui. Et donc la question qui s'est posée avec Isaac quand on a fait cette bande dessinée, c'est qu'est-ce que Moby Dick a encore à nous dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut adapter le livre de Melville? Alors, on va juste feuilleter le livre, hein, ça va être assez rapide. Il y a une première façon de le raconter qui est très simple, qui consiste à raconter la quête d'Achab, l'arrivée d'Ismaël sur les ports de New Bedford et de Nantucket, son enrôlement, son amitié avec Queequeg, le harponneur, un des 3 harponneurs du Pequod, la malédiction du capitaine Ahab qui veut se venger de Moby Dick qui lui a brisé la jambe. Le capitaine Ahab qui, pour cette raison-là, va emmener son équipage, l'équipage du Pequod, tout autour du monde. Les chasses à la baleine qui émaillent le récit. Et puis, évidemment, à la fin, la scène célèbre où Queequeg, malade, se fait faire un cercueil dans lequel il pense qu'il va mourir. Finalement, il ne va pas mourir de cette maladie-là. Puis, l'irruption du cachalot blanc, la lutte entre le cachalot blanc et Ahab lui-même. Je spoil si vous n'avez pas eu la fin. La mort d'Ahab, l'engloutissement du Pequod dans les flots et, à la fin, un seul survivant, Ismaël, sauvé par le cercueil de Queequeg. Alors on peut raconter cette histoire-là, et la plupart du temps, quand on fait des adaptations de Moby Dick, c'est cette histoire-là qu'on raconte. C'est cette histoire-là qu'on retrouve dans les films parce que c'est l'intrigue du livre. Juste dire que les dessins que nous voyons là, les illustrations, c'est donc d'Isaac Vance. Vance, on prononce Vance. Ouais. Isaac Vance. Alors ça, c'est une première façon de raconter le livre. Il y a une autre façon de raconter le livre, évidemment, qui consiste à dire, mais c'est aussi un document sur la pêche à la baleine à l'époque. Alors ça, on ne peut pas vous en montrer beaucoup, mais par exemple, il y a cette scène célèbre où Melville explique que la corde chauffe quand elle est reliée au harpon qui embarque, la baleine part sous les eaux, et que ça peut en fait brûler les marins et qu'on est obligé d'arroser la corde au fur et à mesure. Mais aussi beaucoup d'autres choses que Isaac a tenté de mettre en image. Il faut se représenter ce que c'était. On est en 1851, que ces harpons dans le corps des baleines, ou, alors beaucoup plus intéressant, la façon dont ces navires étaient de véritables navires-usines, puisqu'une fois que la baleine morte était ramenée sur place, il fallait absolument retirer toutes les gangues, toutes les lanières de chair de la baleine, puis ensuite faire fondre la graisse pour obtenir les barils d'huile sur le Pequod. Donc ça, on peut raconter ça. C'est une autre façon d'expliquer ce qu'il y a dans le livre. Mais il n'y a pas que ça. Fondamentalement, il n'y a pas que ça, puisque ce que Melville défend, ce qu'on voit par exemple dans cette scène, où Ismaël
voit des griffures sur la peau de la baleine qui a été chassée et se demande ce que c'est. Est-ce que c'est des combats? Est-ce que ce sont des hiéroglyphes? Qu'est-ce que ça nous raconte, hein? Quel humain pourra jamais prétendre à l'immensité de la baleine, dit Melville. Et pourquoi? Parce que ce que Melville voit dans la baleine en général, il faut rappeler que le vrai titre du livre, c'est Moby Dick or the Whale. C'est Moby Dick ou le cachalot. C'est que ce cachalot, c'est une figuration du mystère dans sa plus grande généralité. Un mystère que pour un homme de la Nouvelle-Angleterre comme Melville, un mystère qui est forcément un mystère divin. Et donc, à intervalles réguliers, Melville s'interroge sur pourquoi est-ce qu'il y a ces deux yeux de chaque côté du cachalot, qu'est-ce qui se passe sur le cachalot. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens, en tout cas la totalité de mes amis, n'ont jamais réussi à finir Moby Dick. C'est que si vous lisez bien Moby Dick, vous verrez que presque la moitié du livre, ce sont des sortes de commentaires sur la queue du cachalot, la corde qui sert à prendre le cachalot dans la peinture, le cachalot dans la littérature, la tête du cachalot, et ça nuit un peu à l'énergie du récit. Donc le projet, c'était d'essayer de montrer tout ça. Je ne vais pas toutes les montrer. Par exemple, quand on a cette fameuse corde, Melville explique dans un passage que cette corde, les canotiers doivent faire très très attention à l'enrouler de façon bien précise, parce que si elle est mal enroulée, elle peut flanquer la pirogue en l'air, ou pire, prendre le chasseur et l'emmener directement dans l'océan. Et quand il nous raconte ça, il nous dit que finalement c'est une métaphore de la condition humaine, qu'on est tous nés avec une corde autour du cou et qu'on est tous nés avec cette corde qui peut nous entraîner n'importe où. Donc si on veut adapter Moby Dick de façon un peu différente du film de Huston, par exemple, il faut pouvoir rendre compte de tout ça. D'où l'idée qu'on a vue dans ce livre de faire intervenir ce personnage, qui est évidemment un sosie du capitaine Ahab, mais qui est en réalité un metteur en scène, qui tente aujourd'hui de mettre en scène Moby Dick au théâtre. Qui tente de mettre en scène Moby Dick au théâtre, parce que comme il l'explique très bien au sosie d'Ismaël qui lui pose la question, pour Melville, les planches du Pécode, ce sont en fait les planches d'un théâtre. Et si vous lisez, c'est aussi très déroutant quand on lit Moby Dick, on a des scènes qui sont des scènes de théâtre, qui sont écrites exactement comme des scènes de théâtre. Donc, essayez de rendre compte du livre en le mettant en scène sous la forme d'une pièce de théâtre qui échoue. Et puis il y a une dernière chose, quand on lit Moby Dick, c'est que c'est saturé de signes, c'est saturé de symboles. Et le lecteur de 2023 a très peu de chance, français, a très peu de chance d'avoir une même familiarité avec ces symboles que le lecteur de Nouvelle-Angleterre de 1851. Donc on met en scène ces dramaturges qui tentent d'adapter la pièce et qui vont voir des savants, comme ce professeur de la Sorbonne, qui est le sosie du père Maple, et qui leur explique un certain nombre de ces symboles, comme par exemple le nom du Pécode. Le Pécode, c'est le bateau du capitaine Ahab. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle le Pécode? Le Pécode, c'est le nom d'une tribu indienne qui a été exterminée par les Blancs, comme les Acushnet. C'était le nom du bateau sur lequel Melville lui-même était monté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette quête de la baleine blanche, qui est aussi une quête de savoir? On va tenter de percer le mystère qui est incarné par le cachalot. Et le bateau qui va permettre cette quête de connaissance porte le nom d'une tribu qui a été exterminée. Ce rapport étrange entre la connaissance et la mort, c'est quelque chose qui n'aurait pas du tout plu à Voltaire, par exemple. C'est quelque chose qui est très 19e siècle. C'est une conception de la connaissance qu'il faut essayer de retrouver. Alors, je vous en passe. On peut faire ces démonstrations, comme le fait Melville, quand il nous explique ce que c'est que la symbolique du blanc. Pourquoi est-ce qu'un cachalot blanc? Donc, il explique longuement ce que c'est que la blancheur, en quoi est-ce que ça a pu fasciner
toute une série de civilisations. En quoi est-ce que ça a pu aussi être la démonstration de la supériorité de l'Occident sur les peuples non occidentaux, puisqu'ils sont blancs, mais aussi pourquoi est-ce que la blancheur, c'est quelque chose qui inquiète, peut-être également associé à toute une série d'animaux ou de phénomènes qui sont des phénomènes inquiétants, que les couleurs dans la nature, c'est quelque chose de problématique parce que peut-être pour certains philosophes, au départ, la nature est blanc, les couleurs nous mentent. Et comme dit Melville, la nature est maquillée comme une putain. Et de comment est-ce que, alors de façon complémentaire à votre présentation tout à l'heure, on peut faire une histoire qui est une histoire de la baleine ou du cachalot dans l'art, avec donc des choses que Isaac a redessinées, jusqu'à redessiner le seul, à son avis, à l'idée de Melville, le seul peintre qui a représenté de façon réaliste des scènes de chasse à la baleine, qui est Louis Garneret, que vous connaissez sûrement. Je conclus en me demandant, une fois qu'on a fait tout cet effort-là, qui est un énorme effort, parce que d'une certaine façon, c'est une adaptation de la quête du cachalot blanc, de la question de savoir ce que représente le cachalot comme symbole de mystère, et aussi de ces signes qui truffent le roman et qui sont presque incompréhensibles aujourd'hui pour des lecteurs normaux, comme moi. Mais il y a une dernière question, c'est qu'est-ce que ce livre-là a encore à nous dire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas très envie de s'embarquer avec des chasseurs de baleines aujourd'hui, même si leur quête est mystique, on n'aime pas trop ce qu'ils font. Alors il faut aller chercher dans le livre, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Melville, Moby Dick, c'est aussi... Ah, j'arrive plus. Ah, si, j'y arrivais. C'est aussi une leçon de tolérance, curieusement délivrée par cet homme de Nouvelle-Angleterre, pétri de culture biblique. Il explique à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de l'amitié entre Ismaël et Queequeg, que, indépendamment des couleurs de peau, tout le monde appartient à la même première Église, tout le monde appartient à l'humanité. Et que, d'une certaine façon, ça c'est une démonstration qui est assez amusante, c'est que tous les interdits religieux associés à telle ou telle Église sont en général des problèmes de digestion. Et pas davantage. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que qu'est-ce que c'est que l'équipage du Pequod et ces ports de New Bedford, de Nantucket? C'était des lieux extrêmement cosmopolites, peuplés de gens, en général, extrêmement pauvres, mais qui étaient soumis à des intérêts qui étaient des intérêts capitalistes. Et Melville lui-même, cet homme de Nouvelle-Angleterre qui était peu révolutionnaire, nous livre aussi une leçon qui est, donc qu'on essaie de mettre en scène avec les petits personnages, hein, qui est une leçon sans doute intéressante aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a cette dernière question de savoir qu'est-ce que Melville nous dit de l'extermination des baleines au XIXe siècle. Et Melville a une conscience très nette, comme Américain, de ce qu'est en train d'être l'extermination des bisons. La population des bisons d'Amérique a été pratiquement exterminée. Vous savez que vers 1900, il n'en reste plus que quelques milliers seulement. Les cachalots, il n'arrive pas à l'imaginer. Les baleines, il n'arrive pas à l'imaginer. Il dit lui-même, c'est pas possible, on n'arrivera jamais à exterminer ces animaux-là. Et précisément parce que, pour lui, hein, c'est évidemment pas une considération naturaliste, ni encore moins écologiste, c'est parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à éradiquer le mystère. Et c'est sa conception du mystère qui sauve les baleines de l'extermination. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'aujourd'hui, on a un peu plus de mal à accepter. Merci beaucoup pour cette multivision. On ne sait pas si c'est du 3D, du 4D ou une 6e dimension du Moby Dick de Melville. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment avait été accueilli le livre ? Dans une indifférence polie. Il a fallu attendre bien après la mort de Melville pour que le livre devienne ce que Laurence d'Arabie voyait en lui, et ce que Giono voyait en lui, et ce que tant de gens ont vu en lui après.
Votre choix de la bande dessinée est venu naturellement? C'était pour espérer toucher un public plus jeune plus facilement? Non, parce que c'est... D'abord, penser qu'on va toucher un public plus jeune avec la bande dessinée, c'est une idée des années 80, en fait. Merci. Malheureusement, et j'en suis bien désolé, parce que je suis auteur de bande dessinée, mais le public de la bande dessinée a vieilli. Pour mes enfants, la bande dessinée, c'est un truc de papa. Vous auriez pu penser au manga, du coup. Alors voilà, avec cette exception des mangas. Non, c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je fais de la bande dessinée, je dirige les entreprises de bande dessinée. J'essaie d'associer la bande dessinée et l'histoire. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et cette affaire de Moby Dick, elle nous a travaillé longtemps. On a mis 8 ans sur ce livre-là. On ne faisait pas que ça, ni Isaac Vance ni moi, mais enfin, on a mis 8 ans à faire ça. C'est pas très simple. Ça pose des questions. Par exemple, des questions, est-ce qu'il fallait dessiner la baleine blanche, par exemple? On a repoussé ça à la toute fin du livre. Finalement, on a fait le choix que oui, on s'est dit le lecteur, quand même, il va être un peu... Mais ça aurait été une solution de ne jamais la montrer. Le mystère. Le mystère. Jacqueline Goua, alors vous attaquez vraiment à un autre monstre. Vous collaborez, vous avez coécrit des ouvrages sur les méduses, dont un ouvrage avec Robert Calcagno de l'Institut océanographique de Monaco. Au passage, Calcagno aimerait bien un jour être avec nous à Grand Océan. Hein. Monaco with us. Hein. Et Jacqueline, évidemment, quand on parle des méduses, il y en a une avec un M majuscule qui continue de nous regarder et qu'on continue de ne pas regarder parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va nous faire. Et parlez-nous de l'actualité de ces méduses, parce que vous avez une formation à la fois de biologiste et vous vous êtes mis à la mythologie, à l'histoire. Et donc, là aussi, comment ce personnage, finalement, a-t-il évolué et qu'est-ce qu'on pense de la multiplicité des petites méduses qui maintenant prolifèrent dans nos océans? Jacqueline. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, je pense que c'est le nom méduse qui la domine sur ce plateau parce que c'est aussi le mystère et c'est aussi une façon d'être monstrueuse. Et je pense que les trois vont bien ensemble. Alors, le mot méduse, qui est un mot de l'Antiquité, c'est un mot qui apparaît dans la littérature, mais c'est une histoire aussi intéressante parce qu'on voit bien l'influence des relations de l'histoire sur la zoologie, sur la biologie marine. Alors, les premiers à parler des méduses, le premier, évidemment, c'est Aristote, et je crois qu'il est incontournable pour la zoologie. Aristote en parle en donnant le mot cnide, c'est-à-dire qui pique. Le mot cnide va être traduit par Guillaume Rondelet, dont Brigitte a déjà parlé. Guillaume Rondelet, vous le connaissez parce que c'est le médecin de Gargantua. Donc, merci. Alors, Guillaume Rondelet va traduire le mot cnide par ortie, évidemment, puisque ça veut dire qui pique. Et il utilise le mot ortie de mer pour parler des méduses. Ensuite, il faut attendre presque 200 ans pour que les méduses ressortent. Et c'est le naturaliste Carl Linné qui va utiliser le mot méduse pour désigner ces animaux. Mais c'est justement le transfert de l'Antiquité à la zoologie qui est intéressant parce qu'à cette époque, on vient de découvrir les ruines d'Herculanum puis de Pompéi. Et à ce moment-là, l'Antiquité revient à la mode. Revient à la mode à tel point qu'elle s'introduit dans la zoologie. Et c'est tout naturellement en pensant à ce personnage qui a des tentacules autour de la tête que Linné va faire le rapprochement avec la surface,
la circonférence des méduses avec tous ces tentacules tout autour. C'est cette image-là qui est reproduite presque par Linné, et c'est pour ça que les méduses portent ce nom. Ensuite, deuxième époque où l'Antiquité ressort, il faut se rappeler de l'importance de la Révolution française, dont le dictionnaire de la Révolution par François Furet et Mona Ozouf ne parle absolument pas du mot nature. Il n'y a pas d'entrée nature dans ce dictionnaire, ce qui est bizarre puisque c'est une influence absolument extraordinaire de la Révolution sur la zoologie. Pourquoi ? Parce qu'elle libère les savants du poids de la Genèse. Il n'y a plus la référence à la création, qui est la création divine, et à ce moment-là, un personnage important pour le Muséum d'histoire naturelle, qui est Lamarck. Lamarck va proposer de rechercher l'origine de la vie, puisqu'on n'a plus la création, il faut donc rechercher l'origine de la vie, et il va proposer une origine dans les masses gélatineuses qui sont dispersées ça et là sur l'océan. Et les masses gélatineuses pourraient être les méduses. Donc c'est cette idée-là que va reprendre un jeune savant, François Perron, avec le dessinateur Charles-Alexandre Le Sueur qui fait ces magnifiques dessins. Et François Perron va réintroduire dans la nomenclature des méduses tous les personnages de la mythologie. Alors, par exemple, on est à ce moment-là dans une période où Soboul a fait l'étude des prénoms qui ont été disséminés à ce moment-là, et il s'est aperçu qu'il y avait 25% de prénoms qui étaient issus du panthéon des Grecs. C'est aussi à ce moment-là que l'Antiquité revient à la mode. Donc c'est cette deuxième période qui est intéressante, et François Perron va utiliser toute la mythologie, tous les personnages de la mythologie en fonction de leurs attributs. Donc il va donner le nom de Chrysaor. Vous vous souvenez que quand Persée lui coupe la tête, sortent deux personnages, Chrysaor et Pégase. Chrysaor sort avec une épée d'or à la main. François Perron va donner le nom de Chrysaora aux 4 méduses qui sont là dans les 4 angles, et vous les voyez avec leurs rayons dorés sur... Jacqueline, redites-nous, ça c'est dessiné... Par Charles-Alexandre Le Sueur. À quel exactement 1810. 1810, d'accord. Merci. Donc à ce moment-là, voilà comment Perron a décidé d'appeler ces méduses. Alors, je vais passer la seconde. Et le fils de Chrysaor s'appelle Gérionia. C'est Gérion, c'est un géant qui a 6 bras. Perron va donner le nom de Gérionia à une méduse qui a 6 tentacules. Il poursuit en choisissant une méduse bleue qu'il appelle Cyana, en référence aux roches bleues de l'Antiquité qui font aussi partie du mythe. Et enfin, il va donner le nom de Cassiopéa à cette méduse parce qu'il va la dédier à Cassiopée, la reine Cassiopée, qui est la femme de Céphée, qui est donc le roi et la reine, qui sont les parents d'Andromède. Vous vous souvenez qu'à la fin du mythe, Persée va délivrer Andromède, mais Cassiopée, c'est un personnage dans l'Antiquité qui est lié au mythe de l'inversion. Pourquoi ? Parce qu'elle change d'avis, elle refuse de donner sa fille à Persée à la fin du mythe. Eh bien, François Perron va donner le nom de Cassiopéa à cette méduse parce qu'elle se tient toujours à l'envers. Dans cette situation-là, c'est aussi une méduse à l'inverse des autres. Donc voilà le choix que fait François Perron, et c'est pour ça que quand on lit le nom des méduses dans les textes de la zoologie, on a en fait toute l'histoire de la gorgone méduse. Incroyable, c'est là que la culture rejoint la science. Absolument, oui, absolument. Et c'est fascinant parce que François Perron, à cette époque, va vraiment être très initié au mythe et va donner vraiment les noms. Et tout son discours, tout son texte
fait référence à l'Antiquité. Mais dans l'Antiquité, est-ce qu'on dit méduse? Je croyais qu'on disait tout le temps la gorgone, en fait. On dit pas méduse, si. On dit la gorgone méduse. On dit la gorgone méduse. Oui, par opposition à ses deux autres sœurs, Sténo et Euryale. Mais c'est elle qui domine, alors que dans le mythe, elle est mortelle. Les deux autres sont immortels. Or, actuellement, dans notre mémoire, les deux autres, on les a complètement oubliés. Et la mortelle, on s'en souvient très bien, parce qu'elle est même passée dans le langage courant, puisqu'on dit médusée. Quand vous êtes surpris, vous êtes médusé. Donc, c'est vraiment l'inverse. Vous voyez, le mythe de l'inversion qui se poursuit encore. Merci, c'est formidable. Sylvain, vous n'avez pas voulu répondre à la vraie histoire de Moby Dick, mais vous en avez tellement fait d'autres que maintenant on a plein de vraies histoires du roman. Et donc l'actualité de Moby Dick, en reparler maintenant, bien sûr, c'est tout le travail que vous avez fait de l'analyse du texte, mais qu'est-ce que c'est qui, selon vous, pourrait, comme dirait Mathieu, faire lire les jeunes ? C'est l'extermination possible des baleines? C'est que ça? Ou c'est bien plus? Oui, enfin, là, on en parlait hier avec une collègue de l'Ifremer. Il y a cette idée qui court que... Elle me disait que c'est une idée vraie, qu'on connaît plus mal le fond des océans que la surface de la Lune. Donc il y a cette course qu'il y a actuellement à la connaissance des fonds sous-marins. Ouais, sans doute que ça rend à nouveau cette métaphore de la baleine contemporaine. Peut-être que dans les années 60, 70, on se serait davantage projeté vers les espaces intersidéraux. En fait, on a un petit peu tendance à retrouver l'idée que les abysses sont un lieu du mystère. Alors évidemment, on ne va pas penser ce mystère exactement comme un puritain de Nouvelle-Angleterre du milieu du XIXe siècle. Mais c'était quelque chose qui l'importait énormément. Et Jacqueline, vous posez la question qui est autre. Si on élimine un peu trop d'espèces, les méduses vont-elles tout envahir et les océans vont-ils se gélifier? Alors ça, évidemment, c'est la question du jour. On parle de gélification des océans depuis que Jean-Louis Borloo, lors d'un Grenelle de la mer en 2009, a proposé ce mot de gélification des océans. Mais c'est quelque chose que là aussi... qui était déjà dans la littérature, puisque Réaumur, l'homme du thermomètre, a, lui, proposé d'appeler les méduses du Poitou, ces grosses méduses qui font 80 kg, 80 cm de diamètre quand même, c'est la table, voilà, c'est la petite table qui est là, c'est la taille de la méduse du Poitou. Eh bien, Réaumur l'avait appelé gelée de mer. Donc c'est vraiment le passage, vous voyez, le passage de ce mot gelé. Pourquoi? Parce que les méduses, c'est quand même de la gélatine. C'est deux couches cellulaires, l'ectoderme et l'endoderme, et au milieu, cette grosse couche de gélatine qui fait que c'est pas très agréable à voir et à toucher. Merci. Alors voilà une méduse, vous voyez, la partie bombée, ça s'appelle l'ombrelle, et c'est cette partie-là qui contient la gélatine. Alors pourquoi les méduses sont-elles si abondantes dans tous les océans actuellement? Parce qu'elles ont des capacités absolument extraordinaires. Ah non, là vous êtes allé trop vite. Hein. Donc il faut... Toc. En fait, on croirait presque un tableau de Monet, là. Hein. Voilà. Alors, les méduses ont une capacité, je vous disais, une capacité extraordinaire à s'adapter. En particulier celle-ci, qui est une méduse qui vit dans des îles au sud du Japon, dans un milieu qui a très peu d'organismes pour manger. Elle a développé le même système que les coraux, c'est-à-dire qu'elle introduit dans ses tissus
des algues qu'on appelle des zooxanthelles, ce qui la colore en jaune, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc c'est ce mécanisme d'adaptation. Elles n'ont pas assez à manger, elles vont trouver un mécanisme qui leur permet de survivre. Il y a un échange absolument très bien dosé entre le passage des glucides de l'algue et la méduse va lui donner ces sels minéraux de son excrétion. Et c'est ce qu'on appelle un parasitisme harmonieux. Le terme, c'est symbiose. C'est une véritable symbiose, il y a échange entre les deux. Alors, pour vous expliquer, voilà ce que c'est qu'une pullulation. Alors, si ça marche, c'est bien. Voilà ce que c'est qu'une pullulation de méduse. Hein. Donc, vous voyez que quand on a ça dans les océans, on n'est pas très content. Hein. Une autre forme de pullulation, voilà, c'est ici, au Japon. Ce sont des méduses qui sont repêchées à la place des poissons. Hein. Donc, troisième pullulation, et c'est pas anodin. Hein. Donc voilà ce type ce qu'on observe actuellement dans les océans, dans plusieurs endroits, et avec une incidence absolument fantastique sur les activités humaines. La première étant le tourisme, bien sûr, parce que quand vous avez énormément de méduses comme ça en Méditerranée, et qu'en plus c'est les méduses qui piquent, vous n'êtes pas très content d'aller vous baigner là-dedans. Hein. Le résultat, c'est que ces méduses vont boucher les aspirations d'eau pour les centrales nucléaires. Les fameux systèmes de refroidissement sont complètement bouchés. C'est ce qui s'est produit à Gravelines une année, avec catastrophe absolue. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il se passait que les filtres étaient complètement bouchés par des méduses. Donc voilà, l'incidence des méduses, c'est pas négatif. Hein. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faut essayer. C'est pas seulement le changement climatique, hein, mais c'est absolument tous les systèmes qui ont été détériorés. Alors, il y a plus de 20 ans, on avait ces fameuses méduses Pelagia noctiluca en Méditerranée et on avait fait un programme qui permettait de prévoir et de voir que ces méduses étaient en fait liées aux modifications qu'on a appelées les fluctuations hydroclimatiques. Et c'était à peu près précis, avec une douzaine d'années. Tout était vraiment très régulier. Pendant 200 ans, on était contents, on avait nos pélagias tous les 12 ans. Et à partir des années 90, on a vu que le système ne fonctionnait plus, que c'était plus régulier, et que les pélagias s'installaient toute l'année, non seulement toute l'année, mais ensuite tous les ans. On a commencé à avertir à ce moment-là, bien sûr. Mais personne ne nous a écoutés. Donc on en est là. Bon. Quels sont les prédateurs des méduses et comment ça se fait qu'on en trouve autant aujourd'hui? Alors, les prédateurs des méduses, c'est évidemment les poissons. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, parce que quand même, c'est un peu compliqué le système de l'océan. Mais vous connaissez tous la chaîne alimentaire, hein, c'est-à-dire il y a de l'herbe, les vaches mangent l'herbe et l'homme mange la vache. C'est ça, la chaîne alimentaire. C'est la même chose dans les océans, mais ça se complique un petit peu. Hein. Alors, si j'avais une flèche, je vous montrerai, mais enfin, voilà, la partie gauche de l'écran, c'est un océan normal. Dans l'océan normal, vous voyez qu'il y a des gros poissons, qu'il y a des tortues qui vont manger les méduses et les petits poissons anchois, sardines. Le tout se nourrit avec ce qu'on appelle les petits crustacés planctoniques qui, eux, vont se nourrir sur des algues microscopiques et tout ça est dû à l'arrivée des minéraux qui se mettent en dissolution dans les eaux, dans l'océan. Mais si vous basculez le système avec de la surpêche, vous enlevez les gros poissons, les tortues, vous ajoutez la pollution avec des sels nutritifs qui vont arriver en quantité, vous augmentez le réseau herbivore de production des algues, donc vous augmentez aussi le niveau de production des petits crustacés. Tout ça bénéficie forcément aux méduses parce que du coup, elles ont énormément à manger. Quand elles ont à manger, qu'est-ce qu'elles font? Elles se reproduisent. Hein. Les méduses, ça mange pour faire de la reproduction, c'est tout. Et donc voilà le système qui s'emballe
forcément, parce qu'on continue à surpêcher, on enlève les tortues parce qu'on bétonne les côtes, et on ajoute des engrais en quantité extraordinaire. Alors si dans ce schéma, on ajoute le phénomène de dissolution du CO2 dans les eaux qui augmente, vous le savez, puisqu'on en parle énormément, qui augmente l'acidification, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les écailles de poissons sont beaucoup plus souples, que les carapaces de crustacés vont devenir toutes molles, que les mollusques pélagiques vont perdre leurs coquilles, et tout ça, c'est très digeste pour une méduse. Donc non seulement elles ont plus à manger, mais en plus ce qu'elles mangent est totalement absorbé. Donc voilà un des phénomènes qui est capital pour l'océan, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait bénéficie aux méduses. Et elles ne souffrent ni du réchauffement des eaux, ni de l'acidification? Non. Elles sont extraordinairement résistantes. C'est ce que je vous dis, oui. Oui. Elles ont une capacité d'adaptation phénoménale. En plus, dans leur cycle de vie, elles ont des capacités, elles peuvent revenir en arrière. Vous avez entendu parler de la méduse immortelle. C'est une capacité que les méduses ont de faire des kystes qui sont kystes. On a gardé pendant 40 ans un kyste de méduse. Quand on lui a redonné toutes les conditions qui lui plaisaient, toc, elle est redevenue méduse. Alors voilà des systèmes qui sont, par exemple, il fait très froid. Eh bien, elles vont pondre des gros œufs qu'on appelle des œufs de réserve qui vont passer la saison froide. Et puis quand il refait beau, toc, ça redevient une petite méduse. Donc c'est tous ces mécanismes-là qu'il faut ajouter aux perturbations qu'on fait dans les océans et qui finalement profitent aux méduses. Brigitte, la méduse chez vous, c'est qui? Chez les anciens, on appelle ça le poumon de mer, hein, pour les raisons que Jacqueline vient de nous expliquer. Si on peut me mettre le dernier slide de ma série, je ne sais pas si... Voilà. Au Moyen-Âge, je vous ai dit qu'il y avait des erreurs de transmission. Voilà ce qu'est devenu la méduse dans une de ses variations. En fait, je ne sais pas si on parle de tentacules pour la méduse. Les tentacules avec lesquels elle attrape les poissons sont devenus en fait des bois qui servent à attraper les poissons, mais cette fois par le haut, et où les poissons se perchent et viennent. Et donc là, vous avez un cerf de mer, Cervus marinus, qui est en fait une méduse, mais dont le texte a été un tout petit peu mal compris et passablement déformé. Et à ces époques-là, est-ce qu'il y avait aussi des représentations plus fidèles des méduses? Oui, sur la rubrique poumon de mer, oui, on a une représentation normale. Xavier est très inspiré. Très inspiré. Et il nous reste 5 minutes. Eh bien, oui, peut-être que dans la salle, il y a des micros qui peuvent vous être passés. N'hésitez pas à lever les mains. Dans ce cas-là, s'il y a des questions, c'est la bonne nouvelle, puisqu'on avait prévu 10 minutes de questions-réponses après la fin de cette table ronde. Donc nous avons un quart d'heure de questions-réponses. Donc on a le temps. Allez-y, levez la main. Monsieur. On va vous apporter un micro tout de suite. Bonjour à tous. Est-ce que vous auriez des informations concernant une découverte d'une orbe dorée dans l'océan Pacifique, à 3000 mètres de profondeur? Ça vous dit quelque chose? C'est ce qu'on a entendu. Avec une ouverture interne vers l'extérieur, apparemment. Est-ce que ce sera un œuf? Enfin, d'après les scientifiques sur place, ils n'ont pas réussi à identifier. Et il devait y avoir une analyse ADN de fait dessus. Alors, c'est une question assez pointue. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? Y a-t-il un biologiste marin dans la salle? Un biologiste marin dans la salle? Oui, parce qu'effectivement, c'est une annonce qui a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines, quelques jours. Et moi, je ne sais pas vous répondre. Je n'ai pas creusé la question journalistiquement. Donc, y a-t-il un biologiste marin dans la salle? Parce que généralement, il y a toujours un médecin dans une salle pour sauver quelqu'un. Donc là, on aura besoin d'un biologiste pour répondre à la question. Bon, on va passer. On est désolé, monsieur, de ne pas vous apporter des éléments de réponse, mais là, c'était un peu trop pointu pour nous. On va prendre la question de madame. Bonjour. C'est pour Jacqueline Goua. Je voulais savoir, comme les systèmes d'observation de l'océan évoluent, que ce soit pour le plancton, les courants océaniques ou même le milieu marin, via des observations spatiales et autres, comment aujourd'hui la population des méduses
l'observation, la mesure, comment elles sont faites à l'échelle de la planète, vu les volumes que ça représente? Comment est-ce que vous observez l'évolution des populations de méduses à travers l'océan? Alors, il y a le système ancien qui consistait à pêcher avec des petits filets et ensuite d'isoler les méduses, de les regarder, de mettre un nom dessus. Ça ne se fait plus du tout comme ça. Maintenant, le système consiste à analyser l'ADN de tous les organismes. C'est ce que fait Tara. Donc, on broie ce qu'on a pêché et on fait l'ADN de ce qui est dans le broyat. Ce qui est quand même très compliqué parce qu'on n'a pas l'ADN de tous les animaux. En particulier, sur les méduses, on connaît l'ADN pour quelques espèces. Donc, on peut les isoler, on peut les compter comme ça, mais on n'a pas l'ensemble. Alors, il y a une deuxième façon, c'est d'immerger des caméras. Et chaque fois que quelque chose passe, la caméra fait une photo. Bon, alors c'est assez insidieux, mais je pense qu'avec ce système-là, on va voir les méduses. Merci Jacqueline pour votre réponse. On peut encore prendre une question. On a le temps, n'hésitez pas. En attendant, Jacqueline. Nicolas, excuse-moi, mais je vais interrompre Monsieur Pierre-Yves Le Trahan, qui est au premier rang, parce que vous nous avez montré ce matin de magnifiques images de Bloom, de courants. Et pourrait-on repérer les méduses depuis un satellite parce qu'elles font autre chose, comme nous l'a décrit Jacqueline? Alors avec les satellites, c'est compliqué. Les méduses, ce qu'on observe, c'est la concentration en phytoplancton, éventuellement les différents types de phytoplancton, si on a des satellites un peu plus développés au niveau des bandes spectrales, qui peuvent vraiment mais pas au niveau des méduses. Alors par contre, peut-être en écho à ce qui était dit aussi sur ce qui se développe aussi au niveau de l'instrumentation océanique un peu systématique, un peu globale. Je n'ai pas eu le temps de parler de ce matin des flotteurs profilants Argo, qui sont un réseau de flotteurs qui sont faits pour mesurer les températures et les salinités, éventuellement concentration oxygène, pH, etc. Il y a des développements qui sont faits pour les équiper aussi de petites caméras, de senseurs, et dans ces cas-là, qui peuvent aussi donner les images, mais de façon très très ponctuelle par rapport à et puis toutes les techniques, effectivement, donc type Tara, ADN, environnement, IDN. Le nombre de balises de ce réseau Argo, c'est combien à travers toute la planète? Alors Argo, c'est un réseau donc global de flotteurs profilants autonomes. C'est des petits robots autonomes qui auscultent l'ensemble des océans entre 0 et 2000 mètres de profondeur. On est en train de travailler actuellement sur des flotteurs qui vont jusqu'à 6000 de profondeur, qui ont été faits initialement surtout pour mesurer température et salinité, en complément des mesures satellitaires, pour avoir vraiment l'intérieur de l'océan. Et donc aujourd'hui se développe une composante plus sur les aspects de rajouter des capteurs biogéochimiques et éventuellement donc des caméras, des capteurs pour vraiment observer d'autres événements. Il faudrait les multiplier. Je vous demandais, il y en a 4000, hein, c'est ça? Aujourd'hui, il y en a 3, enfin un peu plus en 3800, oui, c'est un réseau international. Mais donc en fait, ça fait beaucoup. Alors, ça fait beaucoup quand vous voyez une carte. Effectivement, ça fait un flotteur tous les 300 km de carré. Donc, en fait, par rapport à l'immensité de l'océan, c'est pas grand-chose. De toute façon, on ne va pas non plus les multiplier à l'infini. C'est plutôt de rajouter plus de capteurs parce qu'on veut mesurer l'oxygène, on veut mesurer aussi d'autres capteurs comme le pH et donc, c'est plutôt rajouter des capteurs et après compter sur les satellites et sur la modélisation pour voir ce qui se passe interpolé entre les deux. La difficulté, c'est l'identification. Ça ne sert à rien de compter des méduses si vous ne savez pas qui c'est. Donc il faut les identifier. Elles n'ont pas le même comportement. Elles sont pas. C'est pas le mot méduse, c'est l'ensemble. Alors pour finir sur une note optimiste. Mais oui, Jacqueline, parce qu'on a parlé ici, c'est une table ronde monstre, donc c'est normal, mais c'est quand même, il y a des espèces positives. Il y a quand même des choses positives dans les méduses. Il ne faut quand même pas les jeter comme ça. Alors les choses positives, c'est quand même grâce aux méduses qu'on a compris les phénomènes d'allergie, c'est-à-dire l'anaphylaxie, c'est l'inverse de la vaccination. Et ce sont deux savants qui ont reçu le prix Nobel de médecine en 1913 grâce au prince Albert Ier de Monaco. Puisqu'on parlait de Monaco, il faut rappeler que le prince Albert Ier, qui était un éminent océanographe, c'est lui qui a fondé l'océanographie en France quand même, hein,
eh bien, il a eu cette intuition de voir que certains organismes proches des méduses faisaient des réactions qui étaient exactement l'inverse de la vaccination. Et c'est à cette réaction-là qu'on a donné le nom d'anaphylaxie. Et les deux savants ont trouvé ce qui était important, c'est le temps de latence entre les deux piqûres. Voilà. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, on a trouvé que le collagène des méduses, c'est-à-dire que cette partie de la gélatine, le collagène des méduses est compatible avec le collagène humain. C'est le même que le type 5. Et maintenant, on fait des fausses peaux pour les grands brûlés grâce aux méduses. La troisième chose, c'est que les méduses font de la lumière. Elles font de la lumière, c'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Et un savant japonais a isolé le gène et il l'a greffé à d'autres organismes. Vous vous souvenez qu'il y a eu des souris vertes, il y a eu une brebis, je crois, qui flashait. Au début, c'était pour apprendre à greffer. C'est-à-dire que quand la greffe a pris, l'organisme flash. Bon, et depuis, on se sert de ce gène comme système pour faire de la biopsie interne. C'est ce qu'on appelle maintenant la médecine du XXIe siècle, parce qu'on n'est plus obligé de faire des biopsies pour avoir les cellules tumorales. Donc voilà la troisième chose. La quatrième, c'est que les méduses piquent parce qu'elles ont des venins. Et donc les méduses sont introduites maintenant pour la recherche sur les venins des serpents, etc., et donc des méduses. Et vous voyez que tout ça fait quand même quelque chose de très positif pour ces animaux. Hein. Brigitte. Je termine par un petit flonflon, bien sûr. Merci Jacqueline. Brigitte, je crois que vous avez un petit quiz ou une petite question. Alors, en fait, vous m'avez demandé tout à l'heure si on trouvait encore des monstres. Oui, on en trouve. Et on en trouve notamment dans la région. Et je pense que beaucoup d'entre vous, enfin je le sais pour habiter très régulièrement par ici, connaissent. Donc très souvent, vous croisez le dragon de mer. L'été, l'hiver. Je vous lis la définition. Le dragon de mer est un monstre redoutable par sa cruauté. Il a un corps allongé comme le dragon de terre. Il n'a pas d'ailes. Il a une queue sinueuse, une tête petite au regard de sa corpulence, mais une gueule béante redoutable, des écailles, une peau dure et sur la tête un dard mortel. Vous en avez ici, sur la plage de Collignon, vous en avez sur la plage de Bretteville, et c'est pour ça que les gens qui habitent ici et qui vont se baigner l'été, comme moi, mettent des petites chaussures en plastique. Vous aurez peut-être reconnu, c'est la vive, la petite vive qui fait une vingtaine de centimètres, qui pique qui fait réellement très fort, qui peut être mortelle. Et voilà, au Moyen-Âge, elle était devenue le dragon de mer, tellement on l'a considérée dangereuse. Mais vous voyez, vous en avez encore ici maintenant, et vous pouvez en croiser régulièrement. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à Dominique, à Mathieu, à nos trois intervenants pour ces échanges très passionnants et passionnés.